Le nombre fait-il vraiment la force d'une nation? Aujourd'hui, on plonge au cœur d'un lien fascinant et souvent sous-estimé, celui qui unit la démographie d'un pays et son poids sur la scène mondiale. C'est une histoire de chiffres, de cartes, oui, mais c'est surtout une histoire profondément humaine. Regardez bien ces deux formes. À gauche, on a une pyramide quasi parfaite, c'est le symbole d'une Afrique jeune et en pleine explosion. Et à droite, eh bien, ça ressemble plus à un champignon, l'image d'une Europe qui vieillit. Alors la question qui se pose, c'est quel est le rapport entre la structure d'âge d'un continent et les murs qu'on construit à ses frontières? C'est tout l'enjeu de ce qu'on va voir ensemble. Parce que ces deux formes, ce ne sont pas que des simples graphiques. Non, elles représentent en quelque sorte l'ADN démographique de continents entiers. Et elles nous racontent déjà deux histoires, deux futurs complètement différents pour le siècle qui vient. D'un côté de cette grande fracture, on trouve donc l'énergie de la jeunesse. Comme on le voit ici, les populations les plus jeunes de la planète sont massivement concentrées en Afrique subsaharienne et au Moyen-Orient. C'est un potentiel de croissance incroyable, bien sûr, mais c'est aussi un défi immense en termes d'éducation, d'emploi. Et de l'autre côté, c'est exactement l'inverse. En Europe, au Japon, en Amérique du Nord, les populations vieillissent à une vitesse inédite. Et là, ça pose des questions existentielles sur les systèmes de retraite, sur le manque de main-d'œuvre ou même sur la capacité à innover. La fracture démographique mondiale, elle est là, sous nos yeux. L'outil essentiel pour comprendre tout ça, c'est ce qu'on appelle la pyramide des âges. C'est comme une carte d'identité de la population d'un pays à un instant T. Chaque étage, c'est une tranche d'âge et sa largeur nous dit combien il y a de monde. D'un seul coup d'œil, sa forme générale nous révèle le passé, le présent et surtout le futur d'une nation. Pour que ce soit encore plus parlant, prenons deux cas extrêmes. D'un côté, la République centrafricaine. L'âge médian y est de 14 ans à peine. D'ici 2050, sa population va tout simplement doubler. Et en face, on a l'Italie, âge médian 47 ans. D'ici 2050, le pays va perdre presque 13% de ses habitants. On a là deux pays, deux destins démographiques qui partent dans des directions totalement opposées. Et si on dézoome à l'échelle des continents, les chiffres sont encore plus frappants. Pensez-y un instant. L'âge médian en Afrique, c'est 19 ans. La moitié de la population a moins de 20 ans. En Europe, c'est 45 ans. L'indice de vieillesse le confirme. En Afrique, on compte environ 9 personnes âgées pour 100 jeunes. En Europe, presque 130. C'est un véritable fossé qui est en train de redessiner les équilibres du monde. Sauf que voilà, les populations ne vivent pas hors sol. Elles évoluent sur un échiquier mondial bien concret. Alors, comment est-ce que ces pressions démographiques interagissent avec une réalité beaucoup plus dure, beaucoup plus rigide, celle des frontières et de la lutte pour le territoire? Eh bien, on entre là au cœur de la géopolitique. Pour bien comprendre comment les États pensent le pouvoir, il faut parfois remonter un peu dans le temps. À la fin du 19e siècle, des stratèges comme l'amiral américain Alfred Mahan ont posé une idée qui va devenir centrale. La puissance mondiale appartient à celui qui contrôle les mers. Pour les empires de l'époque, en pleine expansion démographique, c'était la clé pour projeter leur force partout dans le monde. Au XXe siècle, ce débat s'est intensifié. On a eu une sorte de grand match. D'un côté, des penseurs comme le Britannique Mackinder disaient que la clé, c'était de contrôler le Heartland, le cœur de l'Eurasie, la puissance terrestre. De l'autre, des gens comme Spikeman répondaient que non, le vrai pouvoir, c'était de contrôler le Rimland, c'est-à-dire les côtes qui l'entourent, la puissance maritime. Cette opposition a vraiment structuré une bonne partie de la guerre froide. L'école de géopolitique allemande est allée encore plus loin avec le concept d'espace vital, Lebensraum. L'idée, qui est devenue tristement célèbre, c'est que les États sont comme des organismes vivants. Poussés par leur croissance démographique, ils auraient besoin de s'étendre pour survivre. C'est une théorie qui a évidemment servi de justification aux pires politiques expansionnistes qu'on ait connues. Et attention, ces théories ne sont pas que des concepts abstraits, loin de là. Elles ont des conséquences très concrètes. Cette volonté de contrôler son territoire, de gérer qui entre et qui sort, elle se traduit aujourd'hui par du béton et de l'acier. Le résultat, c'est une planète qui se hérisse de murs et de barrières. Le chiffre est juste stupéfiant. 40 000 kilomètres. C'est la longueur de tous les murs frontaliers, qui soient déjà construits ou en projet sur la planète. C'est assez pour faire une ceinture tout autour de la Terre. Loin de l'idée d'un village global, on assiste à une sorte de refrontiérisation du monde. Et c'est précisément ici que nos deux histoires, celle des peuples et celle des cartes, se rejoignent et entrent en collision. Que se passe-t-il quand la pression démographique qu'on a vue au début vient se heurter à ces frontières de plus en plus dures? Ce phénomène, cette tension entre les peuples et les frontières, porte un nom en géopolitique, l'irrédentisme. C'est quand un État cherche à annexer un territoire voisin parce que la population qui y vit partage la même culture ou la même ethnie. C'est l'une des sources de conflits les plus explosives parce que ça remet en cause les lignes mêmes qui sont tracées sur la carte.
L'exemple le plus connu, c'est sans doute celui du peuple kurde. On parle d'une nation de plusieurs dizaines de millions de personnes, mais qui se retrouve répartie sur 4 États différents. Forcément, leurs aspirations à l'autonomie ou même à l'indépendance se heurtent de plein fouet à la souveraineté de la Turquie, de l'Iran, de l'Irak et de la Syrie. Un autre cas tragique et récent, c'est celui du Haut-Karabakh, une région peuplée en majorité d'Arméniens, mais située à l'intérieur des frontières de l'Azerbaïdjan, reconnue internationalement. Ce décalage entre la réalité du peuplement et la carte politique a été le moteur de décennies de guerres et de déplacements de population. Tout ça nous montre une tension fondamentale. D'un côté, on a l'ordre mondial tel qu'on le connaît, basé sur des États avec des frontières qui sont censées être fixes et inviolables, et de l'autre, on a la réalité bien plus mouvante des peuples, des identités, des migrations, qui, eux, ne s'arrêtent pas forcément aux lignes tracées sur une carte. Le choc est presque inévitable. Alors, avec tout ça en tête, essayons de nous projeter un peu. Que nous disent ces grandes tendances sur le monde de demain, sur les futurs rapports de force et les zones de conflit? Les projections de l'ONU sont sans appel. L'humanité vieillit. Regardez, l'âge médian mondial était de 22 ans en 1950. En 2050, il sera de 36 ans. Et pendant ce temps, la part des plus de 65 ans dans le monde va plus que tripler. C'est une transformation silencieuse, mais absolument radicale, qui va tout changer. L'économie, nos sociétés et les équilibres géopolitiques. Et on boucle la boucle. On revient à nos 2 pyramides du début. D'un côté, une Afrique jeune, pleine d'énergie, en pleine croissance. De l'autre, une Europe âgée, riche, mais en plein déclin démographique. 2 mondes qui vont devoir coexister, mais qui sont séparés par des mers et des murs de mieux en mieux gardés. La pression est immense. Il faut bien comprendre une chose. La démographie, ce n'est pas une opinion, ce n'est pas une idéologie. C'est une force de fond, presque implacable, qui façonne notre avenir. Et alors que ces plaques tectoniques humaines continuent de bouger, la grande question reste posée. Qui aura le pouvoir de dessiner les nouvelles cartes du monde? La réponse à cette question, c'est tout simplement l'histoire du XXIe siècle qui s'écrit.